Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le lundi 1er mars et on est content d'être avec vous. Et on attend vos appels. Si vous voulez intervenir dans le débat, vous pouvez le faire comme vous le savez. Aujourd'hui, pour débattre, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour chers auditeurs. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Valérie. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Bonjour. Bonjour. Vous avez été député PS, chef d'entreprise, AB Consulting. Oh, il y a du bruit. Et Bertrand Soublet est avec nous, ancien général de gendarmerie, vice-président du mouvement Objectif France. Bonjour Bertrand Soublet. Bonjour à tous. Bonjour Merci Valérie. d'être avec nous. Alors, les tests salivaires démarrent dans les écoles. À quoi est-ce que cela va servir ? Eh bien, est-ce qu'on pourra le faire réellement ? Effet d'annonce. On en parle dans un instant. Gestes barrières. Ce week-end, on a pu voir des images assez saisissantes de gens qui se retrouvaient. Va-t-on vers un reconfinement ? Et puis, les électeurs de gauche ont-ils renoncé à faire barrage à l'extrême droite ? Ce sont les thèmes que nous aborderons dans un instant. Alors, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Allez Alexis, on sort de tous ces sujets anxiogènes avec vous pour parler sport. Oui, merci Valérie. Vous pouvez compter sur moi pour essayer d'égayer un petit peu l'émission et de changer les idées de vos auditeurs. Donc, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur qui est aussi un coup de cœur sur la performance de Renaud Lavillenie. 6,06 m. 6,06 m, voilà. Notre champion de saut à la perche national. Et en même temps, évidemment, c'est saluer l'exploit sportif qui montre qu'à quelques mois des Jeux Olympiques, s'ils ont lieu, c'est une performance qui augure peut-être de nouvelles médailles. Il en a déjà obtenu beaucoup. Et puis saluer aussi l'école de perche française, qui génération après génération, parce qu'on se rappelle sûrement de Thierry Vigneron, Ouvion et d'autres anciens perchistes de très haut niveau. Il y a une école de perche française qui se maintient à un très bon niveau. Et d'ailleurs, les perchistes de l'époque des années 70-80 s'entraînaient au stade Yves du Manoir à Colombes sous la houlette de Jean-Claude Perrin. Donc ça parlera à ceux qui ont un peu plus de 40 ans. Mais comme je suis élu de Colombes et que je connais bien l'histoire de ma ville, ça me permet de saluer tout le monde. Oui, il y a un truc dans lequel on est bon, au moins, c'est la perche. Donc c'est déjà... Non, il n'y a pas que la perche. La classe politique est hors sol, donc au niveau de la perche, bon. Voilà, c'est comme ça. Jean-Luc, vous êtes sur votre cheval de bataille habituel ? Parce que, si vous voulez, le problème de l'accès à l'eau dans les départements d'outre-mer, et particulièrement la Martinique et la Guadeloupe, et je ne parle pas du chlordécone où il y a eu des manifestations ce week-end sur le problème de la qualité de l'eau, c'est l'accès à l'eau. Il n'y a pas d'eau. Et ça fait des années que ça dure. Et ce qui est troublant, c'est qu'en parallèle de ça, depuis plusieurs mois, deux grandes entreprises, dont une que je connais bien, Veolia, et Suez, se battent devant la population, entre guillemets, parce que l'eau, en fin de compte, c'est le pétrole du XXIe siècle, ça rapporte beaucoup d'argent. Or, ces deux entreprises, Suez est en Guadeloupe, Veolia était pendant 70 ans... Veolia était en Guadeloupe et Suez était en Martinique. Et ils ont laissé, en tout cas pour la Générale des Eaux Veolia en Guadeloupe, un réseau absolument percé. Il y a 60% de l'eau qui n'arrive pas au robinet. Donc, si vous voulez, en période de Covid, pas d'accès à l'eau. Et le gouvernement qui fait des belles déclarations, il y a des projets de loi aussi qui sont au niveau de l'Assemblée, mais il faut 900 millions d'euros dans chaque île pour remettre le réseau à peu près en état. Or, l'État propose 70 millions. On ne peut pas faire payer au niveau des factures aux usagers guadeloupéens qui payent 2 fois plus cher qu'en métropole. Donc, il y a une solution inextricable qui dure depuis des années. Donc c'était un peu mon coup de gueule en disant quand même... Ce qui est invraisemblable, c'est qu'évidemment vous pointez deux entreprises privées. Cela dit, il est inadmissible que l'État, les entreprises privées, elles sont là pour assurer des missions. Une entreprise privée... Sous le contrôle des élus, évidemment. Sous contrôle des élus. Et que le privé, si vraiment ça coûte trop cher et qu'il n'y arrive pas, c'est pas l'objectif d'une boîte privée, malheureusement, d'assurer l'eau dans une île quand ça rapporte rien, c'est pas l'objectif. Toutefois, il y a
moyen que l'État fasse pression, exige qu'il y ait des canalisations, etc. et passe un contrat avec ces boîtes. Oui, mais alors donc l'État est très, très coupable, autant d'ailleurs probablement que ces entreprises qui auraient dû attirer l'attention. Et j'attire l'attention également sur Mayotte. Il y a une journaliste sur place, Estelle Youssoufa, qui est présidente du collectif des citoyens de Mayotte, qui dit à Mayotte, il y a des coupures d'eau, toute une partie de l'île n'a pas d'eau courante, et elle alerte sur le fait que de plus en plus que c'est le chaos là-bas. Y compris pour les soins d'ailleurs. On est en train de transporter des malades à La Réunion, où les hôtels et même en France sont déjà sous tension. Et même, voilà, absolument. Donc, coup de gueule entendu, Jean-Luc Touly. Sophie, c'est un coup de cœur, un coup de gueule? Alors moi, c'est un coup de gueule qui devrait faire plaisir à Jean-Luc, parce que c'est quand même une des rares fois où je suis d'accord avec tous les syndicats. C'est-à-dire que la réforme de l'assurance chômage a quelque chose de formidable, c'est qu'il y a un unanimisme, ça fait un mécontentement général. Comment est-ce que la ministre du Travail, en ce moment, peut diminuer le chômage, le revenu chômage? Il y a 800 000 personnes en France, et évidemment c'est ceux qui en ont le plus besoin, qui vont avoir 22% de revenus en moins. Je trouve ça hallucinant. 850 000 personnes, 22% de revenus en moins. Source UNEDIC. En plus de ça, donc évidemment, alors il y a un micmac invraisemblable, sauf retour à meilleure fortune. Qu'est-ce que c'est que retour à meilleure fortune? On n'en sait rien. Sauf promesse d'embauche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une promesse d'embauche? Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on taxe les contrats courts pour les entreprises. C'est-à-dire que, évidemment, qu'en ce moment, on se méfie, on prend des contrats courts, on essaie de pallier, même on engage qui on peut, des stagiaires, parce que les boîtes sont très solidaires. Eh ben non, on va taxer les contrats courts. Donc, je veux dire que c'est malvenu, c'est le mauvais moment, c'est lamentable, elle a tout le monde contre elle. Il y a un moment où, voilà, ça suffit. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, de cette réforme de l'assurance chômage, Alexis Bachelet? Non, on n'entend plus Alexis Bachelet. Bertrand Soubelet? Pardon, j'avais coupé mon micro. Pardon, alors il faut le rallumer. Alors, peut-être Bertrand Soubelet, sur ce que vient de dire Sophie de Menton, effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre, en plus, dans le contexte actuel, cette réforme, quoi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sophie de Menton. Je pense que le bon sens doit prévaloir, et le bon sens, c'est de ne pas être d'accord avec une telle réforme. Elle est à contre-temps, et très honnêtement, il y a aujourd'hui d'autres choses à faire que ça, et je ne comprends pas toujours ce que fait le gouvernement en termes de tempo et en termes de méthode. Et ça dure depuis 5 ans quasiment, et franchement, il persiste et il signe. C'est très étonnant. Oui, Alexis? Non, je ne comprends pas bien le calendrier, en fait, de la réforme. Ni le calendrier, ni la réforme. 40% des chômeurs pourraient voir, des demandeurs d'emploi, pourraient voir leurs droits diminuer. C'est quand même invraisemblable. Au moment, effectivement, où notre pays traverse une crise grave, avec des conséquences économiques et sociales lourdes et qu'on ne mesure pas encore complètement parce qu'on n'est pas sorti de la crise sanitaire, mais soyez certains qu'à la fin de la crise sanitaire, il y aura d'autres crises, et en particulier beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté. Et donc, évidemment, attaquer l'indemnisation des gens qui risquent de perdre leur emploi, c'est quand même, dans ce contexte-là, une très mauvaise idée. Oui. Jean-Luc? Moi, ça me fait penser, parce que tous les jours, je vais à l'EHPAD où se trouve ma mère, et quand je vois depuis plusieurs mois le manque d'effectifs, des jeunes intérimaires qui restent 2-3 jours sans aucune formation, et les personnes âgées qui sont vaccinées sont encore plus ou moins confinées, ils peuvent même pas sortir dehors au moment où il commence à faire beau, c'est quand même invraisemblable. Là, il y a des jeunes qui pourraient occuper des postes, même s'ils ne sont pas bien rémunérés, mais c'est vraiment utile parce qu'ils sont dans la solitude. C'est plus la dépression qui gagne les EHPAD que le problème. Tout à fait d'accord avec vous, Jean-Luc, mais tout à fait d'accord, mais en plus de ça... C'est pas le même sujet, exactement. C'est pas tout à fait le même sujet, mais le chômage, il est en train de dire, et moi je suis assez d'accord avec ça, qu'il y a du chômage, mais que quand on est vraiment au chômage, on peut essayer de prendre du boulot en plus. Même si on garde une partie du chômage et qu'on y arrive. Donc il y a besoin de personnel, mais il y a un autre... vous me direz que c'est pas le même sujet, mais ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on cloisonne, on confine, des personnes âgées, pratiquement cloisonnées d'ailleurs, et qu'on n'exige pas le vaccin du personnel soignant. C'est une honte. Il y a qu'à effectivement
personnel soignant vacciné partout. Il y a des clusters dans les hôpitaux maintenant. Mais vous savez, j'ai un ami qui a été vacciné la semaine dernière et il lui disait qu'il avait la trouille de se faire vacciner. Il est allé faire une prise de sang avant et l'infirmière lui a dit mais vous êtes dingue, mais jamais il faut vous vacciner, mais jamais de la vie moi je me vaccinerai. Une infirmière. Donc après chaque individu a le droit oui, mais quand on est personnel soignant, non. Mais quand on est personnel soignant, c'est assez incompréhensible. Qui se trouve dans une tranche d'âge où on n'est pas vaccinable. Alors qu'on voudrait l'être, je suppose. Oui, absolument. Là, les 65-74, il faudra attendre, je ne sais pas quand. Et en plus, ce sont des gens actifs, ce sont des gens... et puis même, je pense qu'à partir de 50 ans, c'était vraiment important. Et on a négligé toute une France active. Et je ne suis pas sûre que vacciner, en plus, malheureusement, une vieille dame de 95 ans... Bon, ça, c'est un débat qu'on a déjà eu. Non, c'est pas ça, oui, on l'a déjà eu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux la laisser voir les siens, la laisser vivre un peu, et vacciner, et la protéger de ceux qui la soignent. Allez, on marque une pause, et Bertrand Soublet, vous aurez votre coup de gueule dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le vendredi 1er mars aujourd'hui pour débat. Ah oui, on est lundi. Voilà, c'est allongez-vous, docteur, et dites-moi tout. Voilà, on est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. 1er mars avec Bertrand Soublet, général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France, le mouvement de Rafik Smati. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Vous avez été député PS et vous êtes également chef d'entreprise AB Consulting. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Pardon Bertrand Soublet, c'est un coup de cœur que vous avez ce matin. Je vais juste rappeler les titres dont nous allons parler, les sujets. Décidément, les mots se bousculent dans ma tête ce matin. Gestes barrières, le grand relâchement, va-t-on tout droit vers un confinement? Test salivaire dans les écoles, comment et pourquoi? Qui est-ce qui souffle comme ça? C'est Alexis Bachelet. Les électeurs de gauche ont-ils renoncé à faire barrage? C'est les électeurs de gauche qui soufflent. Voilà. Alors Bertrand Soublet, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, Valérie, ce matin, parce que nous avons de multiples raisons d'avoir des coups de gueule en ce moment. Et il faut quand même regarder les choses un peu plus positivement, parce qu'il se passe de très belles choses aussi dans notre pays. Ce matin, simplement, un petit coup de projecteur, un petit coup de chapeau à nos enseignants, dont certains viennent de reprendre ce matin après les vacances, parce que depuis le début de ce contexte sanitaire un peu compliqué, ils tiennent la boutique. Et c'est très compliqué de tenir la boutique aujourd'hui par les temps qui courent dans les établissements scolaires. Et j'ai une petite pensée particulière pour tous ces enseignants qui sont dans des zones un peu oubliées, dans des collèges et des établissements scolaires un peu compliqués, qui font face à la violence, aux agressions en permanence, et qui malheureusement se trouvent un peu seuls et un peu délaissés par leur hiérarchie et par les autorités éducatives. Et je pense qu'on peut penser à eux. Ils sont en règle générale totalement démunis, et je pense qu'il est grand temps de faire quelque chose pour eux, et je leur tire un coup de chapeau ce matin. Oui, non, mais vous avez entièrement raison, et là, effectivement, la reprise, encore une fois, qui va être compliquée avec les histoires de tests salivaires dont on va parler dans un instant, avec les mesures difficilement applicables, avec les enfants qui seront contaminés, enfin bref, c'est effectivement, on peut leur adresser un soutien fervent. Et un coup de cœur aussi général, moi qui suis réserviste dans la gendarmerie citoyenne, c'est vrai que vraiment merci aux gendarmes qui sont particulièrement courtois et quand on en croit, c'est pas tout à fait pareil, la gendarmerie et la police quand même. On va pas commencer ce débat. Ah si, j'y tiens, c'est pas un débat. Ce débat. Les policiers sont formidables, mais les gendarmes sont très courtois. Quelques petites informations. C'est un tweet du sénateur Pierre Charon qui dit: j'ai demandé au Premier ministre de mettre un peu de cohérence dans les rémunérations des présidents des autorités indépendantes. 14 246 € de mensuel, donc en moyenne pour ces hauts fonctionnaires. Alors certains sont certainement très utiles, d'autres beaucoup moins. Il y a beaucoup de comités théodules, comme on dit. Et beaucoup de recasage. Et beaucoup de recasage. Je pense alors peut-être qu'elle fait des choses formidables, mais par exemple Chantal Joanneau, qui est à la tête du comité du grand débat, je ne sais pas combien elle gagne. Mais le comité du grand débat, déjà le titre est bien. Voilà, donc déjà c'est pour ça que je l'ai interpellée. J'ai rien contre Chantal Joanneau, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont... Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont comme ça recasés, comme vous le dites. Mais c'est le mal français. C'est le mal français.
Ouais, absolument. Et tout ce qu'on a connu comme blocage administratif, tout ce dont on s'est plaint pendant cette crise, tout ce qui continue à exister dès qu'il se passe, on va avoir un comité du test salivaire et une commission et une association contre le test salivaire. Enfin, donc je soutiens cette demande oui, du mais c'est pas une sénateur question d'argent. Bah un peu quand même. Non, c'est une question de nomination et. Parce que par rapport au privé, c'est pas des rémunérations. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres? Ils sont très sages à distance. Oui, c'est plus difficile d'intervenir, Alexis Bachelet. Non, mais je trouve en plus que pour le coup, Chantal Jouanneau, elle fait quelque chose qu'on connaît assez bien, puisqu'elle est présidente de la Commission nationale du débat public. C'est la commission qui est en charge les grands débats, notamment sur les infrastructures. Si vous voulez faire un barrage, si vous voulez faire un pont, si vous voulez construire un équipement qui peut avoir un impact sur l'environnement, vous êtes soumis à des obligations de concertation. Donc moi, personnellement, je suis plutôt favorable à ce que ça fonctionne dans notre pays et qu'on puisse avoir des contrôles sur les grandes infrastructures et des débats transparents avec des enquêtes publiques, etc. Et c'est une question anodine, mais elle est compétente pour ça. Il se trouve qu'elle a été mise là peut-être en recasage parce qu'elle a un parcours politique, mais on a le droit de faire de la politique et puis après de passer à autre chose et de retrouver un métier. On ne peut pas non plus se plaindre des hommes politiques. Mais on a le droit de mettre aussi à la tête des commissions des gens qui sont des spécialistes et des experts. Après, si vous voulez aller creuser le sujet, moi je vous propose aussi de regarder le pantouflage des gens dont les études sont prises en charge en partie par l'État, notamment Polytechnique, l'ENA, et qui au bout de quelques années vont toucher beaucoup plus que 14 000 € par mois. Dans le privé et avec parfois. Oui, mais le privé, c'est de l'argent privé. Oui, mais l'argent, c'est de l'argent privé. Non, mais c'est la nomination, parce que je me souviens de l'agence contre l'illettrisme où on a recasé l'ancien secrétaire général de la CGT qui avait un petit peu exagéré sur ses travaux d'appartements dans Vincennes. Est-ce qu'il a été choisi comme ça par hasard parce qu'il était compétent ou parce que c'est un renvoi d'ascenseur éventuel entre peut-être le gouvernement et la CGT pour des... Peut-être, je dis pas que c'est... Ce qu'il faut changer, c'est les modes de nomination. L'entrée qui est contestable, c'est l'entrée par l'argent, en disant est-ce qu'ils sont trop payés. C'est pas, à mon avis, c'est pas le sujet. Dans l'agence dont je parle, c'était bénévole, la précédente. À ce moment-là, vous allez toujours trouver quelqu'un, y compris vis-à-vis des journalistes, pour vous dire que vous êtes trop payés. Donc le sujet, c'est plutôt la transparence, les modes de nomination et l'utilité. Voilà, il y a peut-être des commissions, Théodule, effectivement. Il y a aussi autre chose, c'est que dans le privé, vous perdez votre boulot, n'importe qui, vous attendez, vous en cherchez un autre, un correspondant, etc. Là, c'est extraordinaire. Vous vous séparez de quelqu'un, elle est nommée, je pense à Agnès Buzyn, son nom me vient à l'esprit, dans les 2 minutes, elle avait un autre poste. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, il y a une égalité. Non, mais c'est peut-être un mauvais exemple, j'en sais rien. Mais vous avez immédiatement, on se sépare de vous pour quelque chose, on vous trouve immédiatement un autre boulot. C'est pas normal. Allez, Sophie, juste un point là-dessus. On est un des rares pays dans le monde où le président de la République a un pouvoir de nomination propre sur près de 10 000 postes et personnels d'administration, de haute administration, avec le gouvernement. Il y a des pays, des démocraties beaucoup plus apaisées, où les nominations passent soit par le Parlement, soit par des circuits autres que le fait du prince. En France, on est héritier d'une grande monarchie, d'une grande histoire, et il y a un héritage aussi. Ça fonctionne comme ça parce que c'est la Ve République. Le général de Gaulle l'a voulu. C'est très bien, elle a des très bons côtés, la constitution de la Ve République, mais il y a aussi des mauvais côtés et il faut aussi attaquer ça sous l'angle. Il y a aussi tous les présidents. Il y a aussi le spoil system aux États-Unis où on vire toute l'administration, toute la haute administration. Mais en France, curieusement, dans la 5e, finalement, le président, il n'a que le pouvoir de nommer, parce qu'il est assez impuissant, finalement, avec toutes les structures qu'on a mis en place. Il pourrait virer tout le monde. Sophie, quand vous nommez des gens à la tête... mais quand vous nommez des gens à la tête d'institutions, d'autorités, d'administration, c'est un pouvoir énorme. Et donc, Macron fait comme les autres, il l'exerce, il nomme des amis. Je me rappelle aussi d'un ancien écrivain là, qui devait être nommé consul à Los Angeles. On en avait parlé d'ailleurs sur Sud Radio, dans le corps diplomatique. Il est toujours écrivain. Voilà, je ne sais plus si... Mais enfin, ça avait choqué. Et il y a plein de choses qui sont choquantes en Ve République. Absolument. Allez, on va passer à autre chose. C'est la pub tout de suite. Et puis, on va revenir sur le relâchement des Français. À tout de suite.
Avec vous, pour le 10h midi, nous débattons, nous commentons l'actualité. Un auditeur, Alexis Bachelet, me fait remarquer que Chantal Joanneau avait refusé le grand débat ouais. Et que c'est Emmanuel Macron qui s'y est collé. Hein. C'est elle, normalement, qui devait y aller. Relâchement... On mélange deux sujets. Oui et non, c'est un peu son job. Donc quand on est payé pour un job, on le fait, non ? Bah, il fallait la virer. Bah oui. Si on estimait qu'elle n'avait pas rempli le job pour lequel elle était payée. Absolument. On vire pas. On est un gouvernement où on vire pas. Ouais. Personne. Ah c'est vrai. Jamais. Non mais jamais, c'est extraordinaire. Les ministres peuvent faire les pires conneries, on les vire pas. Jérôme Salomon aussi, on peut parler de Jérôme Salomon. Oh là, Jérôme Salomon. D'après ce qu'on sait, on va pas faire de diffamation. Mais... Allez, bah non. Au premier rayon de soleil, voilà, les gens sortent, en particulier, ils n'en peuvent plus d'être enfermés chez eux. C'est en tout cas ce qu'on entend. À Toulouse, fermeture des quais. À Paris, interdiction d'accès au-delà d'une certaine heure. On a vu les policiers intervenir pour empêcher les Parisiens d'accéder au quai à 18h, faire circuler les gens. Jean-Pierre nous dit relâchement des Français alors que le couvre-feu dure depuis 4 mois. Au contraire, les Français sont endormis, trop sages, acceptent tout. Oh. C'est incroyable. Sacha, j'en ai par-dessus la tête que l'on accuse des gens qui veulent juste vivre. Si la Chine n'avait pas confiné, est-ce que nous l'aurions fait ? On peut se poser la question, car au final, on aurait suivi une stratégie sans vraiment réfléchir aux conséquences. Oui, sauf qu'en Chine, ça a fonctionné. Sacha, et dès qu'il y a la moindre possibilité de contamination, on ferme complètement. Général Soublet, vous avez observé quoi ? Vous vivez dans le sud-ouest, pareil, des gens qui sortent. Alors est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Bah écoutez, je pense que la France ne se limite pas aux grandes villes. Oui. Effectivement, on a probablement observé un certain nombre de comportements dans les grandes villes. J'ai vu des images de Toulouse, j'ai vu des images de Paris. Il est vrai qu'avec les beaux jours, on a envie de sortir. Mais je pense que sur l'essentiel du territoire français, les Français respectent les gestes barrières, respectent le couvre-feu, le comportement. Enfin, en tout cas, nous, dans le Sud-Ouest, on n'assiste pas du tout à ça. Et je considère que on ne peut pas faire un amalgame et dire que les Français sont indisciplinés. Certains sont indisciplinés. Et je comprends d'ailleurs qu'à un moment donné, ils aient envie de sortir de chez eux. Mais ne faisons pas d'amalgame et ne mélangeons pas tout, parce que c'est insupportable pour les Français comme nous, qui vivent en province, qu'on soit tout le temps traités comme les autres, alors même qu'il y a moins de difficultés et que nous avons un rythme de vie qui est complètement différent de celui des villes. Tout à fait d'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne respectent pas, il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils respectent. Et puis les autres, disons qu'ils font les choses comme il faut et arrêtons de dire que tous les Français sont dans le même sac, parce que ça n'est pas vrai. Non seulement ça, mais je pense qu'on a, à force d'interdiction, de cet amalgame absolu d'inquiétude qui est semé, on refuse aux gens leur libre arbitre. Et je pense qu'il y a du bon sens. Non, Valérie, c'est pas parce qu'on est dans une pandémie qu'on considère qu'on est tous écervelés, idiots et embrigadés. Je veux dire que quand vous êtes... quand vous voyez les images sur les quais... Attendez, laissez-moi terminer. Quand vous voyez les images, oui, mais les images sur les quais de ces jeunes qui sont sans masque, bien sûr. Alors, c'est exactement, vous allez dans le sens de ce que j'allais dire. Ils ont totalement tort, mais le libre arbitre, c'est aussi quand vous êtes dans une rue totalement déserte, que vous avez baissé votre masque, vous n'avez pas à avoir 150 € d'amende, alors que vous n'allez pas sur les quais voir tous ces jeunes amalgamés. Et on ne laisse pas, effectivement, dans les régions, à la campagne... Il y a des familles... Vous racontez n'importe quoi, Valérie. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est pas des jeunes. Moi, je vais dans les squares dans ma commune. C'est des familles. C'est pas les jeunes qui sont dans les squares, c'est les jeunes parents comme moi avec leurs enfants. Mais sur les quais, les très jeunes parents. Alexis, je ne dis pas n'importe quoi. Sur les quais, le long du canal Saint-Martin, vous aviez des jeunes avec des verres de bière. Il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout. Mais je vous parle de ceux-là en particulier, ceux qui sont avec des verres de bière à la main. C'est pas parce qu'on a un verre de bière qu'on est criminel non plus. Faut arrêter le délire. Faut arrêter la bière en cas de pandémie. On va pas criminaliser tout le monde. Non, mais c'est pas les gens, ils sont globalement très respectueux de tout ce qu'on leur demande de faire à 98%. Et à chaque fois, il y a des gens qui vont dire ah oui, mais regardez à cet endroit. Et d'ailleurs, je signale que les gens portent le masque massivement aujourd'hui.
Donc quand vous êtes dans la rue, que vous portez le masque, on se fait vous avez engueuler. le droit de sortir. Alors je crois que c'est vous qui dites un petit peu n'importe quoi. Non, ça dépend des quartiers. On ne peut pas généraliser. Non, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les gens sont verbalisés. Il y a plein de gens qui se font verbaliser. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Les gens sont globalement responsables depuis le début de la crise sanitaire. Et même s'il y a des images qui parfois sont un peu perturbantes parce qu'on voit beaucoup de monde dans les rues, on n'est pas en confinement, on est en couvre-feu. Donc avant 18h, les gens, ils ont le droit de sortir. Donc ils mettent leur masque, ils prennent leur poussette, ils prennent leur vélo, ils sortent, et ils prennent un peu l'air parce qu'ils en ont marre d'être enfermés tout le temps et en particulier le week-end. Quand ils commencent à faire 2 rayons de soleil, ils ont le droit de sortir. Alexis, je suis à 11 km au sud de Paris, et donc il y a l'autoroute A6 qui passe, je vois, et qu'à 18h, voire un peu au-delà, où je me promène encore, il y a des queues, des bouchons, mais absolument... C'est-à-dire que ces gens-là qui rentrent sur Paris, ou peut-être en périphérie nord, ou est ou ouest, ils vont pas rentrer chez eux avant 19 ou 20 heures. Il y a des blocages, les barrages de contrôle finissent par créer les bouchons. Et du coup, on se fait verbaliser parce que les flics vous ont arrêté. Donc si vous partez le dimanche matin, il faut que vous partiez à 14h pour être arrivé avant 18h, tellement il y a de voitures. Non mais faut arrêter. Puis c'est pas dans la voiture qu'on se contamine. Alexis, faut arrêter de pointer les gens du doigt en permanence. Non, c'est pas ça. Mais Alexis, il y a des gens... Ça fait 1 an, fait 1 an que ça dure, cette affaire du Covid. Ça fait 1 an que les gens... Allez, on arrête tout. Ça fait 1 an, donc ça fait un an, donc on en a marre, donc on retire les masques et on sort et on s'en fout, c'est ça? Ça fait 1 an, c'est trop long. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est de la caricature. Vous caricaturez. Vous caricaturez. Ils sont bien gentils. De la manière dont on s'adresse à eux, et notamment parfois dans certains médias où on passe le temps à les culpabiliser comme s'ils avaient 6 ans d'âge mental, les gens ils sont bien gentils. Moi je suis un peu d'accord avec Alexis. Alors, Nathalie nous dit, hier j'étais chaussée d'Antin, tous les gens que j'ai croisés n'avaient ni masque ou l'avaient sur le menton. Un autre me dit, des jeunes qui squattaient le canal Saint-Martin n'avaient aucun masque. Donc je pense que la vérité est peut-être entre les deux, Alexis. Ce que vous dites est entendable. Mais l'autre aussi est vrai. Tout le monde ne met pas son masque et des gens se regroupent sans aucune distanciation. Donc je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est un constat. Pointer du doigt des comportements minoritaires en disant c'est tout le monde qui est à mettre dans le même sac, c'est pas fou. Non, c'est minoritaire, pardon, c'est minoritaire. Moi, je vais dans ma commune et je pense qu'on va dans toutes les communes. Les gens, ils sont dans le square, ils portent leur masque. Mais vous dites quoi? Vous dites quoi? Mais vous dites quoi? Vous avez vu ça où? Je veux dire, vous regardez chez vous, moi je regarde chez moi. Des gens, enfin, je veux dire, on a tous les comportements qui sont là. En gros, notre débat n'a aucun intérêt, en gros. Le canal Saint-Martin, ça n'est pas la France. Alors, Christine Bouillot, qui est dans le sud-ouest, me dit que également dans le sud-ouest, à Toulouse, les gens se regroupaient. Donc, je ne parle pas que de Paris ni du canal Saint-Martin. Non, mais dans les agglomérations. Non, mais alors là, Valérie, c'est un vrai problème. Parce que le regroupement, attendez, il y a 2 choses différentes. Le regroupement et les masques. De toute façon, même si vous avez des masques, c'est vrai que le regroupement est inquiétant. Il y a toujours quelqu'un qui l'enlève. Mais il n'est pas interdit de se regrouper. Il y a des distances, d'accord, mais les distances, c'est en principe 1,50 m. Voilà. Dans un magasin, enfin, c'est très compliqué. Il y a des nuances là-dedans. Mais moi, là où je suis choquée, c'est que on ne laisse plus le libre arbitre aux gens. C'est à vous de juger si vous mettez votre masque ou pas. Eh ben, je suis désolée, dans une rue déserte, quand vous le baissez, vous avez le droit. En plus, il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler, c'est que tous les professeurs qu'on entend indéfiniment dans les médias se taisent parce qu'il faut obliger un peu les gens à mettre leur masque. Mais on sait très bien qu'en plein air, le masque n'a que très peu d'intérêt. Pardonnez-moi. Tous les médecins vous le diront. Général Soublet, et puis après je redonne la parole à Alexis. Oui, ben écoutez, moi je pense qu'il faut dédramatiser et il ne faut pas rentrer dans un débat passionné là-dessus. C'est comme toujours, vous avez des gens qui respectent les règles et d'autres pas. Et il ne faut pas monter en épingle ceux qui ne respectent pas les règles en disant que tout le monde se comporte de cette manière-là. Voilà. Merci, Général. Mais en réalité, ceux qui ne respectent pas les règles, il faut véritablement les sanctionner. Alors la sanction, elle est compliquée quand vous avez des regroupements de plusieurs dizaines, voire parfois même des centaines d'individus. Vous amenez des forces de sécurité là-dedans pour verbaliser et tout le monde se retourne contre les forces de sécurité. Et là, on a encore une grande difficulté. Donc, vous savez, tout ça n'est pas très, très simple. Mais disons que les Français, moi, je les trouve plutôt très disciplinés. Parce qu'effectivement, ça fait 1 an que ça dure. En termes d'incivilité, c'est pas évident. Alors,
Jean-Luc Touly. Oui, parce que je suis dans une commune, mais c'est pas la seule, qui est à proximité de Paris, et le nombre d'incivilités, de déchets qui sont... Ah ça oui. Mais ça monte en puissance. Oui. Bon, ça coûte évidemment à la collectivité, mais c'est vraiment horrible. Parce qu'on a vraiment, dès qu'il y a un peu de tranquillité, de verdure, les gens mettent des bouteilles de bière, des bouteilles en plastique. Mais ça, c'est un autre souci. Oui, mais ça va avec la discipline. Ça va avec la discipline. Moi, je suis pas très discipliné, ils sont globalement... mais quand même, globalement, on dit que les Français sont disciplinés. D'abord, ces stéréotypes, c'est un peu facile. Non, je dis qu'il y a beaucoup d'incivilités de tout genre. Beaucoup, et on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo sur la saleté de Paris. Moi, je suis désolée, les Parisiens sont absolument irresponsables et sales. Oui, absolument. Mais Alexis... Mais les incivilités sont d'abord une affaire d'éducation. Oui, mais Alexis, individuel. Bien Alexis, sûr. nos points de vue ne sont pas irréconciliables. Je ne stigmatise pas les gens qui sortent. boivent de la bière. Vous dites, il y a personne qui a pas. En gros, tout le monde est responsable. Tout le monde n'est pas responsable. C'est pas une minorité non plus. Et voilà, il faut faire avec. Et les gens sortent, c'est comme Donc, ça. Alexis, Mais vous pouvez pas dire. Interdiction de Sud Radio. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Oui, je plaisante. Mais je suis sûr que la majorité des auditeurs sont plutôt d'accord avec moi. Pas et qu'ils tous. en ont marre. Non, c'est pas vrai. Non. Ils en ont marre qu'on leur parle comme si Il n'y c'était a des que dans enfants, qu'on les les culpabilise. dictatures que la discipline, que dans les dictatures que c'est respecté. Xavier Écoutez, Xavier me dit à Canet-en-Roussillon, au bord de la mer, énormément de monde, sans masque, ni distociation. Un masque au bord de la mer, sur la plage, faut arrêter. Je suis désolée, c'est stupide. C'est peut-être la loi, mais c'est stupide. Mais absolument, si vous discutez avec des médecins, ça m'arrive aussi. Ils disent la France a pris le parti de généraliser le masque partout, tout le temps. C'est pas le cas dans les autres pays. Et il faut arrêter avec l'obsession de dire tout partout, tout le temps. Si vous êtes tout seul dans la rue, vous avez le droit de baisser votre masque. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Et la majorité des gens, quand ils sont en groupe, quand ils marchent dans la rue, qu'il y a du monde, ils remettent leur masque. Excusez-moi, c'est du bon sens. C'est ce que je fais. On n'a pas besoin de seriner aux gens que sinon qu'on est tous des indisciplinés et qu'on fait tous n'importe quoi. Ça n'est pas vrai. La majorité des Français font les gestes barrières, respectent les gestes barrières. Les personnes les plus âgées se confinent chez elles quand ils le peuvent. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler quand même, des fois, et de sortir. Désolé. Dans les transports. On n'a pas le choix. Et en plus, il y a même aujourd'hui des gens on aurait pu en parler ce matin. Il y a 40 parlementaires qui ont demandé la réouverture des terrasses de café. Absolument, le midi. Au beau jour. Le midi. Bon, le midi. Voilà, bon. Et moi, donc je suis pour. on peut commencer peut-être à réfléchir à la manière dont on va continuer à vivre dans un monde où la pandémie, elle est là. On parle d'une troisième vague, peut-être qu'il y en aura une quatrième, peut-être qu'il y en aura une cinquième. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça pendant 10 ans ? Non, il faut qu'on essaye quand même de prendre les choses avec un minimum de rationalité. C'est vrai que c'est pas forcément la chose qui a dominé le bon sens. Du bon sens. Alors vous avez effectivement des auditeurs, dont Kevin Bossuet, qui nous écoute, qui dit bravo Sophie de Menton. Et on a Xavier qui nous dit sur la promenade, pas sur la plage, Madame de Menton. À Trouville, si. Bah oui, mais là, les gens, en tout cas, c'était sur la promenade. Et pour les terrasses de restaurants à midi à Perpignan, on pourrait les rouvrir. Effectivement, rouvrir les terrasses serait déjà une bonne idée. On aura un auditeur avec nous dans un instant, avec vous. Et puis on parlera également de ces tests salivaires dans les écoles. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, ensemble jusqu'à midi. Alors attendez, je lis quelques messages. Chris nous dit: certains partent à l'étranger pour s'aérer parce qu'il n'y a pas de confinement et reviennent tranquillement en France. Ceux-là, ils ne sont pas filmés. Alexandre, je crois que vous vouliez parler de l'étranger. C'est un auditeur qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle car je suis dans le sud-ouest, sud-est, pardon, dans la Drôme, mais j'ai de la famille en Haute-Savoie où j'ai grandi, en Espagne où je suis né, en Italie, j'ai épousé une Italienne avec 6 frères et sœurs. J'ai de la famille un peu partout. J'ai eu ma sœur hier en Espagne, puis j'ai des tantes et des oncles. Elle était assise à une terrasse en train de boire un verre avec des amis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Espagne, c'est des provinces qui sont en grande partie autonomes, mais déjà lors du premier Covid, les Espagnols, les médias espagnols se foutaient de la gueule des Français, de la manière dont ils restaient enfermés. Ils faisaient du vélo un peu partout, etc. Les Italiens, la même chose. En Espagne, actuellement, les villes sont sous cloche. Les villes, vous ne pouvez pas sortir de la ville pour aller dans la ville à côté. Ouais. D'accord ? Et les amendes, c'est pas
135 €. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est 6 000 € je crois, même dans certains cas. Non, beaucoup plus que ça, plus de 60 000. 60 000 si vous faites une fête chez vous. Juste avant la fin du premier confinement en Espagne, quelques jours avant, la province de Léon a mis en place des amendes de plus de 600 000 €. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire Est-ce qu'ils ont moins de Covid ? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils vont au restaurant. Les restaurants sont ouverts à des heures bien précises, sous des conditions bien précises. Les gens ne circulent pas, donc le virus ne circule pas. Ils sont sous cloche. Elle est malade. Quand on doit être contagieux, mis de côté, on est vraiment mis de côté. Oui. On ne sort pas de la maison. Mais en Espagne, il y a des villes ouvertes comme Madrid. Un auditeur me dit à Saint-Sébastien, c'était ouvert ce week-end. Le Pays Basque espagnol est ouvert. C'est vrai qu'on ne peut pas aller d'une province à l'autre, ça c'est certain. Pas d'une ville à une autre. Oui, c'est ça. Par exemple, dans les Asturies, où je suis né, vous n'allez pas d'une ville à une autre. À Marbella, c'est pareil. Vous ne sortez pas de la ville. C'est vrai. Et quand vous êtes confiné chez vous, vous êtes séparés de la famille. Absolument. On vous sépare. Mais c'est pas pour ça que... Oui, c'est intéressant, mais c'est pas pour ça qu'ils ont... Merci Alexandre. Vous voyez, il y a je disais que ce qui est très intéressant, il y a des études de fait, quelle que soit la méthode que vous utilisez... Votre bracelet fait du bruit, Sophie. Pardon ? Votre bracelet fait du bruit. J'ai pas de bracelet. Alors il y a quelqu'un qui fait du bruit, je sais pas qui c'est. Je suis désolée, je suis navrée d'ailleurs de ne pas en avoir. Mais c'est vrai que je veux dire que quelle que soit la méthode utilisée pour lutter contre ce virus, quel que soit le confinement utilisé, les méthodes, il n'y a pas plus de 20% de différence de résultats selon tous les pays. 20%, c'est pas énorme. Quel que soit ce que vous faites. Aucune précaution, au contraire un confinement incroyable, il y a 20% de résultats. C'est très très difficile de comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et ce qui marche malheureusement, c'est vrai, la seule chose qui a marché, c'est alors la Corée du Sud, ça a été particulier au début, et ça a été la Chine. Mais simplement, effectivement, quand une dictature, les gens obéissent. Voilà. Alors maintenant, il faut choisir. Je préfère pas être en dictature. Allez, on va parler de ces tests salivaires qui arrivent dans les écoles. 8 millions d'élèves sont de retour en classe. Je crois que c'est vous, Alexis, qui faites un bruit chelou, comme on dit. Je ne sais pas si c'est votre micro, vos écouteurs qui frottent. Il est énervé, Alexis ? Non. Vous êtes énervé, Alexis ? Non, je vous écoute. Donc les écoles, aujourd'hui, normalement, il y a une opération qui commence dans les zones à risque avec un dépistage salivaire, 300 000 tests par semaine. Ce matin, Stéphane Troussel était sur Sud Radio, président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui réclamait des moyens renforcés, davantage de tests, parce que, disait-il, il ne voyait pas bien l'utilité de tester certains et pas d'autres. Général Soublet, sur ces tests salivaires dans les écoles. Encore une fois, juste cette précision ce matin, le ministre de l'Éducation a assuré qu'il voulait absolument prioriser l'école et qu'il ne fallait absolument pas fermer les écoles. Vous en pensez quoi ? Alors, sur les tests salivaires, pour tout vous dire, je suis absolument incompétent pour vous dire si c'est utile, ça n'est pas utile. Bon, voilà. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'une fois de plus, ça se fait avec une méthode qui est un peu déficiente. Je crois que finalement, il n'y aura pas autant de tests salivaires qu'il faudrait. Et puis ensuite, la manière dont on le fait, c'est encore à la hussarde. C'est-à-dire que qui c'est qui va s'occuper de ça ? Les enseignants eux-mêmes ? C'est-à-dire qu'on va encore charger la barque de ceux qui déjà n'en peuvent plus et on va leur mettre une mission supplémentaire sans leur expliquer comment il faut le faire et sans moyens supplémentaires. Tout ça n'est pas sérieux. Moi, je dis que tout ça n'est pas sérieux parce que c'est de l'improvisation et de l'amateurisme permanent. Il faut simplement... ils ont envie de communiquer, de dire on fait quelque chose, mais finalement, la manière dont on le fait, on s'en fout. On annonce. Et puis c'est tout. Ça sera encore ceux qui sont sur le terrain et qui sont dans l'établissement scolaire qui vont en pâtir. Et je trouve ça regrettable. Alors, pardonnez-moi, mais il se trouve que vous n'avez pas raison parce que en tant que mouvement patronal, on est allé en tant que mouvement patronal il y a déjà 6 mois voir les laboratoires qui faisaient des tests salivaires. Il y a EasyCov en particulier. On est allé les voir parce que nous on voulait des tests salivaires pour nos entreprises parce que on s'activait. Alors d'abord, il y a des règles très précises pour faire
faire ces tests salivaires. Il faut obligatoirement une infirmière ou quelqu'un qui a été formé, c'est pas pareil, qui a été formé au dépistage. Premièrement, on pouvait tout à fait dans une entreprise avoir une pièce, avoir quelqu'un de formé pendant une demi-journée avec un petit truc très facile, un laboratoire. On avait le résultat en 2 heures, c'était facile. Ça a traîné pendant des mois. On les a testés, comparés. Il ne s'est rien passé. Ensuite de ça, il y a effectivement ce qui est important, c'est de voir la fiabilité du test salivaire, mais qui est quand même assez importante. Elle touchait à peu près, enfin c'est 80%, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que d'abord il y a eu un lobby des laboratoires. On a dit, mais non, il y aura des tests salivaires, mais c'est le labo qui va dépister. Oui. Alors pourquoi tout d'un coup c'est pas vrai? Et dans les écoles, on n'a pas besoin du labo, donc on comprend pas. Oui. Effectivement, est-ce qu'il va y avoir un process instauré? Et je trouve que les écoles, c'est pas le meilleur endroit. Pourquoi on n'a pas laissé les entreprises le faire chez elles déjà? Oui, mais là, dans les écoles, on va faire à une petite échelle. Alexis, vous vouliez réagir là-dessus? Non, je comprends pas pourquoi vous dites... Oui, Alors, oui, pardon. Oui, général, non, c'était juste pour vous énerver, Général. Non, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire le général? Je ne vois pas les arguments que Sophie de Menton vient d'évoquer, pourquoi je n'ai pas raison. Alors là, franchement, ça m'échappe. Non, parce que vous avez dit c'est n'importe quoi, et on va charger le personnel, etc. Il a raison. Il a raison. Oui. Pas forcément. Qui c'est qui va faire les tests salivaires, Madame Menton? Pourquoi ça vient pas de l'extérieur? Quand ils vont acheter... Alors attendez, quand ils vont acheter les tests salivaires, ça s'achète. Il y a quelqu'un qui est payé de l'extérieur. Alors, Alexis Bachelet. Non, je vais dans le sens du général Soublet. Il y a eu notamment cette histoire des tests salivaires a été relancée par Valérie Pécresse, qui a voulu avancer une idée pour effectivement avoir l'air d'être dans la lutte. Et elle dit il faut développer. Attends, je peux finir ? Allez-y. Elle a dit ce week-end au grand jury LCI, développons les tests sanitaires dans les écoles pour les enfants et leurs enseignants. L'école est plus que jamais essentielle pour notre avenir. Sauf que Mme Pécresse, elle a l'air d'oublier qu'il y a 44 000 écoles en France et qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen, je dis bien aucun moyen, d'organiser des tests salivaires à l'échelle de toutes les écoles de France et même pas d'Île-de-France d'ailleurs. Sauf si la région nous met des moyens à disposition. Je vais vous donner un exemple. Dans ma commune, on a eu un variant sud-africain sur un groupe scolaire. Donc, il a fallu tester en un week-end plusieurs milliers de personnes. Bon, l'ARS a dit on s'occupe de tout. En fait, ils s'occupaient de pas grand-chose parce qu'il fallait leur mettre le lieu à disposition, du personnel pour accueillir, du personnel pour réguler les files d'attente, etc. Donc, même quand l'ARS met le paquet, ils n'ont pas les moyens de tout gérer. Donc, imaginez qu'on va pouvoir généraliser le test salivaire dans les écoles. C'est une fumisterie et c'est une idée de communication politique. Ça n'a aucun début de réalité sur le terrain quand on connaît la situation sur le terrain. Donc voilà, il faut arrêter effectivement le concours Lépine des meilleures idées pour lutter contre la pandémie et se concentrer sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on sait faire et le faire bien. Si on fait déjà ça, on ne sera pas mauvais. Et oser déléguer au privé, parce que le privé n'est pas tabou. Sophie. Mais comment? Enfin, c'est incroyable. Le test salivaire, toutes les boîtes sont capables de le faire. C'est ce qui doit être fait aussi. 44 000 écoles. On n'a pas le droit. Ouais. Non, mais les écoles, j'ai pas dit que c'était une bonne idée. Voilà, on parle de ça. Mais on parle de ça, Sophie. On parle des tests d'accord. Les écoles, effectivement, je suis très sceptique. Je pense que, pas spécialement pour les enfants, mais on reparle des tests parce qu'on n'a pas de dose, quoi. Parce que la solution, c'est le vaccin. Voilà. Il n'y a pas de vaccin. C'est pas des tests salivaires qu'il faut, c'est des vaccins en nombre. C'est vrai, des vaccins, absolument. Allez, on a un auditeur avec nous en ligne, c'est une auditrice, c'est André. Alexandre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, pardon. Alors, c'est Audrey, Audrey. C'est pas André. Audrey, pardon. Oui, bonjour. Donc voilà, je voudrais intervenir parce que on fait des tests salivaires, on veut faire des tests salivaires aux enfants, sachant que depuis 1 an, on traîne ce Covid, ce problème-là. On fait des tests. Alors, on veut faire des tests salivaires aux enfants. On fait des tests nasaux aux adultes. Alors, moi, j'ai quand même juste un truc à dire, c'est que ça fait 1 an que je travaille avec les seniors, que je suis donc je suis VRP dans les produits naturels. Je vais chez des clients qui ont entre 65 et jusqu'à 100 ans. Je n'ai eu aucun cas de Covid. Des gens qui se font vacciner. Par peur, parce qu'on leur dit voilà, vous êtes vieux, vous êtes âgés, etc. Ils se font donc vacciner, tester, etc. Sincèrement, je sais pas.
si c'est tellement utile d'aller embêter des enfants de primaire ou même de collège, jusqu'au collège, d'aller les embêter à faire des tests, sachant que eux ne risquent rien. Selon la contamination, oui, les gens à risque. Sincèrement, je voudrais que tout le monde se pose la question autour de soi, qui est mort du Covid? Des gens en EHPAD, des gens très vieux, des gens qui ont déjà des comorbidités. Est-ce que sincèrement, on parle qu'il ne faut jamais faire d'acharnement thérapeutique? Et là, on est en train de séquestrer une population pour 0,04% de décès. Là, il y a un truc que je comprends pas en fait. Pourquoi aller embêter les jeunes enfants? Pourquoi leur mettre des masques pour faire leur test salivaire? Parce qu'ils sont contaminants, c'est ça. Justement, il paraît qu'ils ne sont pas contaminants. On nous dit qu'ils ne sont pas contaminants, d'ailleurs, madame, parce que on nous explique que les jeunes enfants ne sont pas contaminants puisqu'on laisse les écoles ouvertes. Et donc, effectivement, alors pourquoi aller les tester? Non, je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point. J'ai eu beaucoup d'exemples de parents qui ont été contaminés par leurs enfants. Une classe à Neuilly entièrement. Ou ils ont eu une bonne crève? Ils ont eu un gros Covid, dont certains avec des Covid longs. Ça existe aussi, les Covid longs. Oui, non, mais ça existe. On peut traîner un mois la fatigue, on n'en meurt pas. Non, c'est on pas. On en meurt que si on est très vieux et très malade. C'est sûr que la mortalité, elle est plus sur les personnes La moyenne âgées. est 81 ans. La moyenne de mortalité est 81 ans et 40% des gens qui sont morts du Covid sont obèses. Ouais. Allez, c'est... Alors expliquez-moi pourquoi embêter 65 millions de personnes, je parle que de la France parce que je mets même pas les chiffres à l'échelle mondiale. Pourquoi séquestrer autant de gens pour si peu alors que... Parce que c'est si peu... Parce que c'est... de faire circuler les véhicules. Parce que c'est si peu... Parce que c'est si peu, parce que l'hôpital, oui, a du mal, est engorgé, que ça veut dire qu'on ne peut plus soigner, et ça veut dire... Les autres patients, voilà, on bloque tout. Et puis près de 500 morts chaque jour, c'est quand même pas très acceptable. Et puis oui, 500 morts par jour, c'est pas acceptable. Et que ces morts sont des personnes, qu'elles aient 80 ans, elles ont le droit aussi de vivre. Qui n'en meurent pas, mais qui malheureusement ont des séquelles très longues. Absolument. Parce que ça commence à se développer, ça commence à se savoir. Quand vous avez des problèmes de respiration, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Oui. Enfin, le gros problème également est d'être incapacité hospitalière. Voilà, c'est le problème des capacités hospitalière. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler politique. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors la une de Libé de ce week-end, de vendredi, a irrité un certain nombre, de ce week-end plutôt de samedi, a irrité les macronistes. Dans le numéro de ce week-end, le quotidien a relayé la parole d'électeurs de gauche. C'était entre guillemets des citations qui, déçus par Emmanuel Macron, disent qu'ils ne voteront pas pour Emmanuel Macron en 2022. Le quotidien explique qu'avec un Emmanuel Macron dos à dos, certains auditeurs disent que certains électeurs explique que cette notion de barrage n'a plus de sens pour eux. Beaucoup d'électeurs de gauche affirment actuellement donc qu'ils ne pourraient pas revoter Macron. C'est votre cas, Jean-Luc Touly, vous êtes de gauche? C'était déjà mon cas en 2017 parce que je ne croyais absolument pas à Macron. Après, effectivement, pour les gens de gauche dont je faisais partie, c'était la question, est-ce qu'il faut faire barrage, donc de voter pour Macron ou de s'abstenir? Maintenant, on est plutôt, on s'abstient, on vote, on essaye, parce qu'on n'a jamais essayé, même si on ne se fait pas forcément d'illusions, pour soit lever cette illusion, pour ceux qui n'y croient pas, ou tenter. Le problème, c'est que comme à gauche, il y a une division absolument extraordinaire, et puis que Mélenchon, je pense que là, il faudrait qu'il s'arrête un petit peu. Oh là là. Il y a peut-être des jeunes qui pourraient éventuellement... Donc, effectivement, il y aura peut-être maintenant le barrage à Macron. Ouais. Quand je dis Macron, c'est pas simplement barrage à Macron, ça veut dire... mais il y a aussi tous ceux qui l'entourent et qui n'ont pas fait jusqu'à maintenant preuve, dont les députés, preuve de forcément de beaucoup d'empathie, enfin je sais pas. Par contre, c'est un vrai risque Le Pen quand même, parce que d'abord, elle n'est pas entourée non plus. Quand elle parle d'économie, c'est un véritable drame, malheureusement. Et elle n'a pas non plus. Elle est finalement dans le même cas, pratiquement, que Macron au début, car elle n'aura pas à l'Assemblée. Les députés, sera qui les députés FN? Oui, alors Bertrand Soubelet, vous voyez, j'ai un autre auditeur qui me dit j'ai fait le barrage, je ne le ferai pas cette fois, et je suis de gauche. Oui, au barrage à Macron et aux députés LREM. Oui, ben voilà. Bertrand Soubelet. Oui, barrage, c'est un peu exagéré, mais... Écoutez, pour tout vous dire, je ne comprends pas cette approche de la politique. Oui. Moi, je fais de la politique depuis que je suis quitté
la gendarmerie, ça fait un certain nombre d'années maintenant. Et quand on me dit, voilà, moi je fais barrage, non, moi je fais de la politique pour proposer un projet, pour faire une offre politique aux Français pour redresser notre pays. Ouais. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées. Faire barrage aux uns et aux autres n'a strictement aucun intérêt. Et on a vu depuis 25 ou 30 ans où cela nous mène de faire barrage à un tel ou à une telle. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que nous devons changer de paradigme et nous devons offrir aux Français des projets qui tiennent la route et non pas des projets contre un tel ou contre une telle. Mais il faut qu'il y ait de la proportionnelle pour ça. Nous n'avancerons pas. Il faut qu'il y ait de la proportionnelle. S'il n'y a pas de proportionnel, ah bah oui, en dehors des ça deux... je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il faut de la proportionnelle, c'est impératif. Mais ça indique quand même, au-delà de ça, ça indique quand même un état d'esprit. Alexis Bachelet, vous êtes de gauche aussi. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Joker. Je trouve, comme Bertrand Soubelet, que c'est des débats un petit peu lunaires et déconnectés de la vie quotidienne des Français, parce que on est encore à quelques mois des élections présidentielles et donc nous annoncer déjà que, en gros, on fait ce qu'on fait toujours. On annonce qu'il n'y a pas de premier tour. Le premier tour, ça y est, c'est déjà passé. On est déjà au deuxième tour. Je rappelle toujours que moi, je suis un enfant de la génération 21 avril 2002. Oui, donc je me rappelle que Lionel Jospin avait décidé de faire campagne pour le deuxième tour. Il était entouré de gens très intelligents, très brillants, qui lui avaient expliqué que c'était déjà réglé le premier tour. Et puis on s'est retrouvé avec, pour la première fois, l'extrême droite au second tour face à Jacques Chirac. Et là, on ne s'était pas posé la question. On a tous voté Jacques Chirac, ou presque. Voilà, en tout cas massivement. Moi, j'en ai assez un peu de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, la une de Libération, puisque c'est de ça qu'il s'agit, elle traduit le malaise d'un certain nombre d'électeurs de gauche. Moi, je l'entends dans mon entourage, des gens qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 comme ils avaient voté Jacques Chirac en 2002 et qui me disent, et qui nous disent à nous, puisqu'on est élus, donc on entend, les gens viennent nous parler plus spontanément, en 2022, si c'est la même musique, si c'est un deuxième tour Le Pen-Macron, ça sera sans nous. Voilà, c'est clair, on l'entend. On peut mettre un mouchoir, se cacher, se boucher les oreilles, dire « oh, c'est affreux, c'est horrible », mais c'est une réalité. Il y a des gens qui aujourd'hui ne se reconnaîtront pas dans ce non-choix du second tour, et donc évidemment avec les risques que ça génère, la montée de l'abstention et effectivement un resserrement des écarts entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, si tant est que ça soit le deuxième tour. Moi, ce que je prétends, c'est que l'histoire, elle n'est jamais écrite d'avance. Absolument. Et que le premier tour, il peut définir d'autres candidats. On n'est pas condamné à subir Macron une nouvelle fois ou son opposante, sa meilleure opposante, Marine Le Pen. On aura peut-être d'autres choix. On aura peut-être au deuxième tour, je ne sais pas moi, Jadot contre Bertrand, Hidalgo contre quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Moi, pitoyable classe politique quand même française qui n'arrive pas à avoir une offre. Je suis d'accord, il faut une offre politique. Non, mais ça, en tout cas, au-delà, et j'entends ce que vous dites et ce que disait Bertrand Soubelet, c'est au-delà de ça, ça traduit quand même une désaffection, effectivement, d'une partie de la droite. Une offre politique lamentable, surtout. Alors, l'appauvrissement du débat politique dans notre pays. Oui, mais vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça veut dire que les gens de gauche aujourd'hui ne veulent plus voter pour lui. Il a d'assez bons sondages, je vous signale, Emmanuel Macron. Il a des bons sondages par rapport aux autres présidents à la même période. Ensuite de ça, je veux bien qu'on casse Macron surtout. J'aimerais savoir qui peut faire face à ce qui s'est tapé depuis qu'il est président. C'est quand même terrifiant. Donc tout n'est pas mauvais quand même. Il ne faut pas exagérer. Non mais Sophie, vous illustrez parfaitement la problématique qui est celle du président, c'est qu'il est soutenu aujourd'hui essentiellement par des gens venus de la droite. Vous aurez cette illustration. D'abord, je ne suis pas à droite, je suis libéral. Je respecte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur votre gauche, il n'y a plus beaucoup de gens... Je ne sais pas ce que c'est que la gauche. Je ne comprends pas ce que c'est que la gauche. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que la gauche? Entre Mélenchon et Jadot, c'est ça la gauche? Bah oui, bien sûr. Ah bon, excusez-moi, alors je sais pas, j'ai compris. Mélenchon, Jadot, d'accord. Vous savez, la gauche plurielle, ça vous dit rien, ça vous rappelle rien, la gauche plurielle. Mais elle est où aujourd'hui? Il y a des écologistes, mais elle est dans des partis politiques, elle est en dehors des partis politiques, peu importe. Il y a des gens qui se reconnaissent dans cette famille. Mais ça n'a pas marché, la gauche plurielle. Ça n'a jamais fait un parti. Bertrand Soubelet, un auditeur nous dit que vous êtes effectivement pour les idées, mais lui, il dit, moi, j'en ai marre de subir tous ces gouvernements de gauche, de droite qui appliquent en fait la même politique plus ou moins néolibérale depuis des années, dont on paie aujourd'hui toutes les incohérences. Néolibéral avec l'administration qu'on a et la technocratie, etc. Excusez-moi, le libéralisme, c'est pas ça. Bertrand Soubelet, effectivement, comment... oui.
Allez-y. Non, mais c'est vrai, il a parfaitement raison, votre auditeur, de dire ça. Nous avons été mis dans le mur par une classe politique de droite et de gauche qui, depuis 40 ans, en réalité, ne fait pas de vraie politique. Nous avons un mélange entre la haute administration et la politique. Tant qu'on en sera là, ça ne marchera pas. La politique et l'administration, ce sont deux choses différentes. Nous sommes aujourd'hui gouvernés par des technocrates. On n'est pas gouvernés, d'ailleurs, on est administrés. Tant que nous en serons là, ça ne marchera pas. Ça n'est pas possible. Il faut faire une offre politique différente dans notre pays, tant que nous n'aurons pas changé de paradigme et que ceux qui aujourd'hui veulent encore se présenter à la présidentielle et ont encore des ambitions, eh bien, il faut qu'ils se regardent un tout petit peu en disant qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays jusqu'à présent, parce que Einstein disait n'attendez pas de solution de ceux qui ont créé le problème. Je regrette, mais tous ceux qui s'annoncent déjà comme candidats ici ou là, franchement, je me dis par quel coup de baguette magique, tout d'un coup, ils auraient la solution, alors que depuis 40 ans, ils n'ont rien fait. Donc, laissez la place à des jeunes, laissez la place à des gens les jeunes, Macron, il était jeune. La France. Oui, Ceci étant dit, c'est ce que les Français ont fait en 2017 en confiant leur destin à un jeune président. Je suis d'accord. Qui brouillait les clivages politiques. Donc, d'une certaine manière, les Français doivent se dire qu'ils ont tenté le rajeunissement, ils ont tenté le dépassement des clivages. Et il y a des Français qui se reconnaissent encore dans la politique menée par Emmanuel Macron. On a entendu Alexis, Sophie tout à l'heure, il y en a d'autres. J'ai une question à poser. Comment se fait-il que l'électorat de Marine Le Pen, en tout cas pour une bonne partie, et en gros, l'ancien électorat du Parti communiste des années 70. Ça veut dire plutôt les classes... C'est plus compliqué que ça. Non, mais ça en fait partie. C'est plus compliqué que ça. Il y a des classes populaires. Son programme économique et social, on ne peut pas dire qu'il est à droite. Il est parfois même pas très loin de Mélenchon, tellement. Donc, y compris pour les électeurs de gauche, non mais je ne justifie pas simplement... C'est pour ça qu'elle ne sera pas élue. Marine Le Pen n'est pas à droite. Si tu veux, il y a le problème aussi des immigrés, même si elle en parle moins. Il y a le problème de l'Europe, elle en parle maintenant. C'est plus vraiment un sujet non plus. Donc effectivement, tout doucement, elle fait peut-être du Macron, un peu à droite, un peu à gauche, etc. Donc effectivement, comme c'est la seule qu'on n'a pas essayé, il y a des gens qui sont en Seine-Saint-Denis, par exemple, quel choix ils ont? On va pas voter, on va voter pour elle. Au moins, on va essayer. Donc c'est ça le problème de la gauche. C'est pourquoi la gauche, son électorat, il est parti. Maintenant, c'est des bobos écolos. Les bobos écolos, c'est pas suffisant, ça. Et je pense sérieusement que les notions de droite et de gauche, il faudrait les redéfinir il y a aussi des vraiment. bobos pas écolos. Parce que ça ne veut plus rien dire, la droite et la gauche. Moi, je sais ce que c'est que d'être libéral. Je sais pas ce que c'est d'être à droite. Macron a essayé de faire aussi. Il a essayé d'être ni de droite ni de gauche. Ou droite et de gauche. On voit que en même temps, ça marche pas. Donc il faut redéfinir ce que c'est qu'une vraie gauche. Les gens de la société civile, ça marche pas non plus. Absolument. Forcément, donc, parce que... non, ça marche pas non plus, forcément. Bertrand Soubelet, vous essayez de lancer un mouvement un peu différent, ça justement. Ça a marché, comme dirait Ferdorello. Bertrand Soubelet. Nous, avec Objectif France, on essaie effectivement de faire autre chose, d'une autre politique. La droite et la gauche, nous reconnaissons plus ce clivage. Franchement, il n'a plus aucun sens. Maintenant, il n'a plus de sens. Non, il n'a plus aucun sens. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant et qui est important, c'est de proposer aux Français un projet de société pour l'avenir, quelque chose qui tienne la route. C'est un peu ce que dit ces partis. Mais oui. Non, parce que franchement, prenez les partis les uns et les autres, regardez si aujourd'hui ils ont un programme sérieux, construit sur un certain nombre de sujets. Eh bien non. Franchement, ils se battent, il y a des querelles d'ego, il y a plein de choses qui se passent, bien entendu, mais ils ne travaillent pas sur le fond, ils ne travaillent pas sur l'avenir de notre pays. Et pourtant, c'est ça que les Français attendent. Mais qu'est-ce que c'est Objectif France, par exemple? De conviction qui porte un projet. Et moi, je fais partie d'une équipe qui portera un projet pour 2022. Je comprends bien, mais qu'est-ce que c'est Objectif France? Pour un projet, a priori, on aimerait n'a pas vraiment le temps, c'est la fin. Non, mais c'est pas le sujet. Non. Bon, c'est pas le sujet en plus. Mais parce que moi aussi, j'ai un projet pour la France. C'est vrai, Alexis. Oui, moi aussi j'ai un projet pour la France, Valérie. On a tous un projet pour la France. On est attaché à notre pays et on veut qu'il réussisse. Donc, si ceux qui ont gouverné ces dernières années, ces dernières décennies, ils ont échoué, on va les remplacer. On va les remplacer. Ah bon, vous avez un projet pour les entreprises. C'est bien quand même, Sophie. Continuez. Mais si tout le monde a un projet pour la France, il n'y a pas de projet. Il faut qu'il y ait un commun. C'est pas mon métier. Mon métier, je sais ce que c'est qu'une entreprise pour la France. D'accord, moi aussi. Donc on est d'accord. Ce qui est bien, c'est que effectivement, le débat il fait que commencer. C'est normal. On est à un an des élections présidentielles.
il faudra qu'il y ait des offres politiques, des anciennes, des nouvelles. Et moi, je suis attaché à ce que, au final. Donc Alexis revient en politique. C'est les Français qui tranchent. Je suis élu local. Voilà. Moi, juste un mot rapporté par notre consoeur Agathe Lombray. Ce matin, Emmanuel Macron est en déplacement à Stein et un jeune qui lui disait: est-ce que vous pouvez décaler le couvre-feu à 19h parce que c'est dur? Emmanuel Macron lui a dit en riant: il faut tenir encore quelques semaines, 4 à 6 semaines. C'est ce qu'a répondu le président de la République. Eh ben, écoutez, c'est le bout du tunnel. Il est optimiste, Moi, 19h, absolument. je trouvais ça très bien. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. On est en retard. À demain.